Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Claire Ganté, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu pour la 3e fois à notre micro. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Fribourg et présidente de la Société suisse pour l'étude du XVIIIe siècle. Et nous avons entamé, il y a 2 semaines de cela, une série de cours d'histoire consacrés à la guerre de 30 ans. C'est précisément le titre de votre ouvrage, La guerre de 30 ans, 1618-1648, un ouvrage coédité aux éditions Talandier et au ministère des Armées. Nous avons vu dans un premier volet les origines de la guerre de 30 ans. Nous avons tenté de définir ensuite cette guerre la semaine dernière et je souhaiterais aborder au cours de cette dernière émission le fameux moment westphalien. Assiste-t-on, oui ou non, à un tournant de l'histoire des relations internationales? Mais avant tout, est-ce que, au fond, la recherche de la paix n'a jamais vraiment cessé? Est-ce que la recherche de la paix constitue une constante de ce très long conflit? La recherche de la paix, oui, est une constante. D'emblée, on essaye de limiter la violence à des échelles aussi différentes. Par exemple, on a souvent sous-estimé que les armées ont aussi des tribunaux, qu'il y a une justice militaire qui se met peu à peu en forme pendant la guerre de 30 ans. Mais au niveau politique aussi, il y a des tentatives dès 1618 et puis des tentatives répétées de trouver un accord. Il y a une grande paix qui est la paix de Prague en 1635, par exemple. Donc la Saxe devient neutre, enfin ne s'engage plus dans la guerre contre l'empereur. Donc il y a des tentatives répétées de paix, et puis surtout, on va peu à peu chercher des outils juridiques pour s'accorder, pour trouver un moyen d'accord. Et puis l'un des grands outils juridiques sur lequel on va beaucoup réfléchir, c'est une année normative. On va se dire, sur le point du dogme, les catholiques et les protestants ne peuvent pas s'entendre. Ça va être l'affaire des théologiens. On met cela entre parenthèses et on va chercher à trouver un accord sur la dimension juridique, les incidences juridiques de la vie religieuse et notamment sur la possession des biens ecclésiastiques. Et cette paix normative, elle permettrait de délimiter ce qui était protestant, ce qui était catholique et de dire c'est un critère, on choisit une date, tout ce qui était catholique à cette date le restera, tout ce qui était protestant à cette date le restera. Alors on cherche à tâtons. Et puis on va finir par trouver en 1648 la date du 1er janvier 1624 qui est donc cette année normative. On va aussi parler de la parité. Alors nous allons y venir un peu plus tard, cette paix de 1648, mais avant tout, est-ce que la papauté va vouloir jouer un rôle dans ce travail pacifique? La papauté a une attitude assez complexe. Au début, elle est à l'origine des négociations de paix. C'est elle qui appelle en 1641-1643 à un congrès pour assurer une paix. Alors cela dit, personne n'est content. Les catholiques se disent ça va pas fonctionner, les protestants refusent un congrès qui soit chapeauté par la papauté. Donc ça échoue. Mais la papauté était à l'origine. Deuxièmement, la papauté se dit il faudrait envoyer un médiateur. Alors il va y avoir en tout 2 médiateurs à Münster, dans la ville des puissances catholiques, puisque catholiques et protestants ne vont pas négocier dans la même ville. Il y a 2 villes, il y a Osnabrück et Münster. Voilà, et Münster c'est pour les catholiques, Osnabrück pour les protestants. Münster, donc la procédure est écrite et on va envoyer 2 médiateurs qui vont énormément travailler. Il y a le médiateur pontifical, Fabio Chigi, et puis le médiateur de Venise, Alvise Cantarini, qui était un très très grand diplomate, quelqu'un qui est absolument remarquable. Et ils vont énormément travailler, ils vont faire plus de 800 entretiens qui vont consister à désamorcer tous les points de tension. À savoir que donc les différents partenaires, représentants, diplomates présents sur place vont soumettre leurs revendications à ces médiateurs qui vont tenter d'apaiser le tout, de formuler de façon moins polémique et puis donc transmettre à la personne à qui cela a été destiné. Donc 800 entretiens, etc., 800 médiations qui ont été extrêmement efficaces. Alors à la fin, au fil des années, le médiateur de la papauté devient de plus en plus intransigeant, il est catholique.
Et on va recourir à un autre médiateur hollandais, qui n'est pas neutre, donc c'est assez intéressant. Et la papauté va finir par éditer un texte. Le terme bref, c'est un texte officiel, Zelodomus Dei, qui sont les premiers mots en fait de ce texte de protestation contre cette paix, qui a été signé entre catholiques et protestants. Alors souvent, bien sûr, on s'est dit, voyons, la papauté condamne cette paix de Westphalie, donc elle n'est plus du tout en phase avec ce monde moderne qui voit la coexistence des confessions, et elle se retire de la scène internationale. En fait, il faut voir que ce texte a été formulé en 1648, il a été couché sur papier en 1648, il n'a été publié qu'en 1650. Et donc le pape a veillé à ne pas mettre en danger la signature de la paix de Westphalie. Il la condamne ou il la critique au nom de sa fonction de père spirituel, de chef du catholicisme. Mais il n'entend pas empêcher une paix internationale entre des diplomates. Donc même le pape voit bien qu'il y a différents niveaux, le niveau évidemment théologique, de la vérité, du dogme. Et puis le niveau de la vie politique qu'il ne cherche pas à entraver. Alors, je reviens un peu en arrière. Vous montrez bien qu'il y a des raisons à ce qu'on appellerait la procrastination des belligérants dans la résolution du conflit. Est-ce qu'il y a un moment clé qui amène au fond les belligérants à se dire bon, ben, voilà, on va se mettre autour de la table? Et est-ce que ce moment serait par exemple la bataille de Janko le 6 mars 1645 qui voit la défaite de l'empereur? Alors cette bataille effectivement a un grand rôle parce que on négocie tout en continuant la guerre, en espérant arriver en position de force. Et après cette bataille, il est clair que l'empereur est sur la défensive. L'empereur voulait représenter lui seul l'ensemble de l'Empire. Les États d'Empire, les principautés voulaient être présentes, donc ça fait un nombre énorme de parties prenantes, de négociateurs, et l'empereur va être obligé d'admettre que les États d'Empire seront à côté de lui pour négocier sur toutes les affaires d'empire. Ça veut dire que les affaires d'empire deviennent aussi une affaire internationale. Et que donc il y a c'est un colloque ou un congrès de paix qui réunit des centaines de négociateurs, sachant que chacun aussi entraîne sa suite, qui est parfois très très nombreuse. La suite de la France, c'est 400 personnes. Voilà, tout le monde. C'est la plus importante. C'est la plus importante et tout le monde doit se loger dans ces deux petites villes. Mais ça se passe bien, étonnamment. Les Hollandais, je crois, ils n'étaient que 4. 8, voilà. Enfin, très 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 peu. Voilà. C'était moins dispendieux. Voilà. Vous montrez ce petit monde. Vous utilisez d'ailleurs deux noms. Vous dites ils évoluent entre bovins et balais. Oui, bon, effectivement, ce sont deux villes fortement rurales, et puis ces grands diplomates, Servien, D'Avaux pour la France, qui sont des grands aristocrates, ils sont un peu choqués de voir des tas de fumier dans les rues. Enfin, ça sent le bovin, et ça ne leur plaît pas. Et en même temps, donc, ces aristocrates vont entretenir la vie mondaine à laquelle ils sont habitués. Par exemple, quand le duc de Longueville entre, ou sa femme entre à Münster, elle organise des ballets, on va organiser des fêtes, etc. Donc on cherche à se distraire et à voir ce train de vie aussi aristocrate dans ces deux villes. Est-ce que il y a des personnages qui se détachent dans ces négociations où vraiment chaque personne joue un rôle absolument majeur? Est-ce que on peut comparer, par exemple, cette période de recherche de la paix au Congrès de Vienne, par exemple? Alors, je ne pense pas qu'on puisse comparer au Congrès de Vienne. C'est un cadre différent de l'Europe post-révolutionnaire. Oui, mais dans la forme, en fait. C'est-à-dire que au Congrès de Vienne, vous avez des personnages qui se détachent, Metternich, Talleyrand, etc. Est-ce qu'il y a un Metternich, un Talleyrand, à l'occasion des traités de Westphalie? Alors, c'est un peu plus complexe. Alors, il y a un personnage central pour l'empereur, qui est Trautsmann-Dorf, qui est un très, très grand diplomate, qui va essayer d'imposer un compromis. L'empereur va être longtemps réticent, il va finir par l'accepter. Néanmoins, Trautsmann-Dorf se heurte à un échec. À l'été 1647, il est complètement épuisé, il quitte brusquement
le congrès de paix. Et c'est une crise à ce moment-là. Le principal diplomate impérial quitte complètement désespéré. Alors c'est une crise. Alors du côté français, il y avait 2 diplomates, Servien et Davos, qui s'entendent pas du tout, ils ne cessent de se disputer et la France va envoyer un 3e diplomate, Longueville, pour les apaiser. Ça aboutit au contraire, donc c'est très haut en couleur. Il n'y a plus que Servien à la fin. Donc voilà, il y a aussi des personnes, je dirais, qui se détachent. Néanmoins, ce qui caractérise ce congrès, c'est le rôle des États d'empire, de cette foule de personnes et le fait qu'ils commencent à se réunir en secret entre catholiques et protestants. Et ils commencent à définir un agenda. Ils commencent à se dire, on arrivera à une paix si on procède point par point, et si on fait signer par tout le monde tel point lorsque le point aura été acquis. Donc on discute d'un point, on le fait signer par tout le monde, on passe au point suivant. Et ils imposent cela à l'empereur et puis à l'ensemble des belligérants. Et ça fonctionne. Et ces États d'empire, ce sont des protestants comme des catholiques, notamment le duc de Bavière, qui était quand même l'un des grands intransigeants catholiques. Il comprend, et là c'est l'intelligence politique, qu'il faut absolument du compromis pour arriver à une paix. Est-ce que on sait que Henri IV a pu rentrer dans Paris parce que au fond les Parisiens, mais aussi la France, en avaient elle n'acceptait plus cette situation de guerre, elle devenait intenable et au fond, on a rallié Henri IV s'est converti. Est-ce que on est un peu dans une situation identique? C'est la violence de la guerre qui a amené cette volonté de paix et d'aller au-delà de ces pommes de discorde en posant l'agenda que vous venez de présenter. Il y a la volonté de trouver une solution au conflit religieux sur un plan juridique pour pacifier durablement. On va arriver à un accord qui est extrêmement détaillé, qui prévoit des clauses d'application, alors pas les armes, mais qui prévoit sinon de façon extrêmement détaillée dans les cas locaux. Et puis c'est un traité qui est signé par quantité de personnes, puisque vous avez énormément de diplomates. Et ça renforce bien sûr les facilités d'acceptation sur place. Donc on a, une machine très très lourde à mener, mais dont les chances de succès vont être très lourdes. Alors bien sûr, il y a des régions aussi complètement ravagées par la guerre, et on avait absolument besoin d'une paix. Il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a aussi des profiteurs de la guerre de 30 ans. La ville de Hambourg, par exemple, a fait fortune dans l'armement, dans le financement des munitionnaires. Amsterdam aussi a gagné de l'argent. Donc il n'y a pas que des régions ravagées, il n'y a pas que des perdants. C'est par le droit que seront désormais traitées les questions religieuses. Est-ce que nous nous acheminons vers une autonomisation du politique ? Tout à fait. Oui, il y a une autonomisation du politique qui se joue et qui fait de la paix de Westphalie un moment essentiel de l'histoire, en dehors même de l'actualité des batailles ou de ce traité de paix. C'est un moment très fort de l'histoire. Est-ce que les traités sont une réussite ? Est-ce qu'on peut dire que les traités de Westphalie constituent une réussite dans l'histoire des relations internationales ? Oui, alors le médiateur vénitien que je citais, Alvise Contarini, a dit c'est une merveille du monde, ce traité de Westphalie. Alors de fait, c'est une réussite, ça a pacifié longtemps l'Europe centrale. Donc les clauses sont avérées durables. C'est un traité qui a innové sur le plan du droit, sur la façon de régler les relations juridiques, sur le principe de l'amnistie qu'on impose de façon pas du tout émotionnelle. Aujourd'hui, on émotionnalise extrêmement les guerres. Là, c'est pas du tout émotionnalisé. Et c'est un traité qui est couronné de succès, tout à fait, qui est d'ailleurs loué. Longtemps, il y a eu aussi des fêtes de la paix, parfois institutionnalisées tous les ans, pendant longtemps, après la paix de Westphalie. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un tournant westphalien ? Parce que vous montrez bien qu'il y a quand même un absent dans cette paix, c'est le mot de souveraineté. Oui, tout à fait. Alors, si vous vous situez autour de 1750, des auteurs français, ils vont vous dire l'histoire des relations internationales commence avec les traités de Westphalie. Par exemple, Mably, qui écrit une histoire du droit public de l'Europe en 1746, fait commencer l'histoire des relations internationales. On dit
par les traités de Westphalie. Il dit il faut absolument l'étudier pour apprendre les relations internationales. Tout diplomate doit apprendre ces traités de Westphalie. Alors Mably, bien sûr, est un homme des Lumières. Il lutte aussi contre l'absolutisme. Et il se dit, on a un nouvel ordre qui repose sur l'égalité de rang, l'idée de souveraineté, l'intégrité territoriale des États. Alors ça, c'est une idée que certains spécialistes des sciences politiques ont reprise au XXe siècle. Alors je pense notamment à Bertrand Badi, à Sciences Po, et qui a fait mouche, l'idée d'un tournant westphalien. Alors, de fait, et vous l'avez annoncé, le terme et l'idée de souveraineté sont absents des traités de Westphalie. Donc il y a une sorte de surinterprétation des traités de Westphalie. De même, l'idée de tolérance n'y est pas présente. On veut gérer les relations publiques entre communautés religieuses, mais on n'accepte pas qu'elles aient en valeur le même droit, ou en tout cas que la vérité puisse se partager d'un point de vue religieux. Alors, actuellement aussi, la thématique des nouvelles guerres nous dit, voilà, la guerre de 30 ans est à nouveau actuelle. Alors, de fait, ce tournant westphalien, disons au sens de l'avènement de puissance reposant sur la souveraineté, l'égalité de rang, etc., c'est un peu une interprétation qui naît donc autour de 1750, mais qui surestime les traités de Westphalie, qui reste néanmoins très important. Parce qu'on a défini des nouvelles règles de droit, des articles extrêmement détaillés, et qu'on a cherché à désamorcer les tensions en autonomisant donc le politique. Donc ce conflit, au fond, parle moins à notre monde contemporain qu'on ne veut le dire ? Ce conflit parle à notre monde, et je pense que une preuve en serait par exemple la presse en Allemagne. Quand il y a un conflit, souvent, vous voyez des comparaisons avec la guerre de 30 ans, la guerre du Kosovo, par exemple. On a vu des parallèles. Et puis actuellement, la rébellion de Prigojine, elle a été vraiment spontanément comparée avec Wallenstein, un grand chef de guerre de la guerre de 30 ans. Donc la mémoire collective reste présente. Et par ailleurs, ce que la paix de Westphalie nous apprend, c'est l'espoir aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est autant mentionnée. Par exemple, le président de la République fédérale allemande, Frank-Walter Steinmeier, parle souvent de la paix de Westphalie à propos du conflit de l'Ukraine qui a été agressée par la Russie. Ce qu'on cherche, c'est l'espoir. Et on voit ici dans un conflit extrêmement violent, extrêmement polymorphe, compliqué, avec des nations qui interviennent parfois de façon indirecte, parfois de façon directe, où le religieux complique la donne, parfois fanatise aussi. On est arrivé à serrer les problèmes, à hiérarchiser les problèmes, à aplanir les tensions, à s'entendre. À sortir de l'émotion. À sortir de l'émotion. Merci beaucoup Claire Ganté d'être revenue à notre micro. La guerre de 30 ans, 1618-1648, un ouvrage coédité par les éditions Talendier et le ministère des Armées. Chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté les 2 premières émissions, celles consacrées aux origines de la guerre de 30 ans avec la défenestration de Prague et aussi à la définition de cette guerre telle que vous la présentez dans votre ouvrage Claire Ganté, eh bien je vous renvoie à notre site internet storiavoce.com. Il me reste à vous saluer, à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de nos cours d'histoire. Merci beaucoup.